Golib, souhaitez-vous rencontrer aujourd'hui pour évoquer avec vous certains aspects du métier de diagnostiqueur, d'apporter quelques éclairages sur les pratiques. Auparavant, on va quand même vous demander de nous présenter Apsidia et votre rôle dans cette structure. Alors Apsidia, ce sont deux sociétés créées en 2009 et 2010, Apsidia Formation, Apsidia Certification. Les deux sociétés, je les ai créées, elles m'appartiennent à 100%. Apsidia Certification aujourd'hui, c'est un peu plus de 1050 certifiés dans le domaine du diagnostic immobilier, avec une croissance annuelle de l'ordre de 200 diagnostiqueurs supplémentaires par an. Et la formation, c'est la formation de diagnostiqueurs initiaux qui entrent sur le métier après reconversion, environ une quarantaine ou une cinquantaine par an, et les formations complémentaires, réglementaires, pour les gens qui ont besoin de se mettre à niveau dans ce métier-là. Ok, merci. Donc on va rentrer un petit peu maintenant dans le vif du sujet. C'est un métier qui, depuis 1997, s'est construit un petit peu comme un millefeuille, en fonction des obligations en matière de diagnostic qui s'ajoutent les unes aux autres, selon les décisions du législateur. De fait, pour le moment, hormis le DPE, et puis bientôt peut-être pour l'amiante, concernant les autres diagnostics obligatoires, la formation est ouverte. Même s'il est conseillé d'avoir un minimum de connaissances techniques dans le domaine du bâtiment. La pratique du DPE étant néanmoins incontournable pour le dossier technique vente et location pour les 6 domaines de diagnostic obligatoire, on peut considérer que le niveau prérequis, Bac+2, est désormais implicitement reconnu. Les personnes voulant se former viennent donc d'horizons et avec des expériences et des niveaux très divers. Alors, même si on peut considérer que c'est une grande richesse, ce brassage, pourquoi ne pas afficher d'emblée une exigence de niveau pour l'entrée en formation, puisqu'on peut considérer que l'expérience d'un maçon, même avec un CAP, c'est pas la même chose qu'une personne qui a fait un BTS de technique du bâtiment. Alors, il y a beaucoup de questions dans votre intervention et dans votre liminaire, on pourrait dire. Ce métier compte aujourd'hui à peu près 11 500 personnes sur le marché. Il y a aujourd'hui 11 500 personnes qui se revendiquent le titre de diagnostiqueur immobilier et qui détiennent à minima entre 1 et 6 ou plus certifications, ou plus au niveau certification. La mixité de ce métier a toujours été, à mon avis, une richesse. Beaucoup de gens aujourd'hui ont des réussites évidentes, que ce soit des réussites commerciales par le biais de sociétés qu'ils ont montées, créées, développées, sans avoir eu aucun bagage technique bâtiment à l'origine. Inversement, d'autres personnes, type géomètres, architectes et autres maîtres d'ouvrage ou assistants maîtres d'ouvrage sont venus à ce métier et n'ont pas forcément démontré toutes les qualités nécessaires. C'est vrai que ce métier nécessite une approche bâtiment indispensable, mais qui, domaine par domaine, n'est pas aussi importante que cela. Et en se formant, en s'intéressant et en montant en compétences, on peut facilement acquérir toutes les ficelles de ce métier. C'est vrai qu'au niveau de la formation, c'est pas tant l'obligation de formation, les durées de formation qui sont problématiques, c'est aujourd'hui plutôt la qualité des formations dispensées, puisque ces formations aujourd'hui peuvent l'être par n'importe quel organisme de formation, c'est-à-dire n'importe quelle société qui fait une déclaration d'activité auprès de la préfecture, sans aucune vérification de la qualité des formateurs, la qualité des contenus pédagogiques, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la réglementation, que ce soit pour le DPE et pour l'amiante, valide cette obligation de Bac+2 bâtiment, qui aujourd'hui de toute façon est facilement réalisable et acceptable pour la plupart, puisque les organismes de formation disposent pour la plupart d'une certification professionnelle qui délivre cette équivalence Bac+2 et qui permet à tout un chacun de pouvoir se former au métier de diagnostiqueur immobilier et passer ses certifications.
Ensuite, c'est vrai que les durées de formation, telles qu'elles ont été édictées par le législateur, ne vont pas forcément dans le sens de ce qui est attendu, puisqu'aujourd'hui, si on prend un exemple très simple sur le DPE, les obligations réglementaires de formation pour du DPE sans mention sont de 3 jours, alors que nous dispensons des formations depuis des années en sans mention sur 5 jours, ce qui est quasiment un minimum. Bon. Or, réglementairement, 3 jours suffisent. Donc on voit bien que la réglementation c'est une chose, le contenu pédagogique en est une autre, la qualité des formations en est une autre. Le DPE va aussi réévoluer en 2019 et en 2020, on le sait. Tout le monde travaille là-dessus. La formation va faire l'objet d'une certification technique, et ce courant 2019, application 2020, ce qui peut-être donnera certaines améliorations dans les contenus et le choix des formateurs. Merci, vous avez en partie répondu. Je parle trop, oui. Je sais, ça fait partie. Répondu en partie. Mais on peut rentrer dans la suite. On peut affiner. Voilà. Et donc, justement, pour revenir à la question initiale, compte tenu de cette hétérogénéité, justement, en début de formation, est-ce qu'il n'y aurait pas de nécessité d'imaginer un premier stade obligatoire pour tous, qui serait une sorte de dénominateur commun de savoir et de niveau? Ça, c'est une certaine approche. Alors que l'exercice de ce métier impose justement des compétences de plus en plus importantes dans divers domaines, et techniques, et législatifs, et commerciales, gestionnaires, dans un secteur qui est de plus en plus concurrentiel. Cette formation complète, justement, peut se faire uniquement en 2 ou 3 mois. Et au regard des compétences qui sont nécessaires, et surtout des responsabilités qui sont maintenant sous-jacentes pour les diagnostiqueurs, comment on peut approcher ce problème, alors que la majeure partie des autres professions nécessitent des formations sur 2-3 ans, ne serait-ce qu'au niveau CAP, jusqu'à plus pour d'autres niveaux plus importants, qui sont sanctionnés justement par des diplômes. Est-ce que vous pensez que cette formation modulaire, telle qu'elle existe, telle qu'elle est proposée à l'heure actuelle, est pertinente et suffisante? Alors, pertinente et suffisante, je ne sais pas. Ensuite, le marché trouve une réponse, je crois, tout seul, et comme régulièrement un marché s'autorégule facilement. Il y a une dizaine d'années, les formations que nous proposions pour exercer le métier de diagnostiqueur se composaient sur une salle de 10 personnes, de 9 personnes qui allaient devenir indépendants, c'est-à-dire entrepreneurs, et une personne qui se proposait d'être éventuellement salariée. Aujourd'hui, le curseur s'est totalement inversé, c'est-à-dire sur une session de 10 personnes, 9 personnes vont devenir salariées et une personne se propose de créer son entreprise. Ce qui fait qu'on trouve une partie des réponses aux questions que vous avez soulevées, dans le sens où la partie purement technique aujourd'hui est gérée par le technicien qui suit cette formation, donc technique, vous l'avez rappelé, alors qui est plutôt de 2 mois que de 3 mois, puisqu'on est sur 42 jours et aux environs d'un tout petit peu moins de 300 heures, pour Obsidian, c'est-à-dire 294 heures. Ensuite, je le rappelle assez volontiers, sur ces durées de formation, je pense qu'il y a aussi une totale méprise. Une année universitaire au niveau temps d'apprentissage tourne généralement autour de 450 heures, une année universitaire. Ce que l'on propose en un peu plus de 2 mois, aux environs de 300 heures, qui sont uniquement des heures productives, il n'y a pas de stage en entreprise, il n'y a pas de délayage, il n'y a pas ce sont vraiment des formations, et on le répète, le temps de cette formation doit être doublé généralement par du travail à la maison et par la reprise en main par le futur employeur, etc. Ensuite, c'est vrai que ce marché aujourd'hui évolue de plus en plus vers des petites structures sur lesquelles il y a un chef d'entreprise qui va lui gérer toutes les problématiques techniques, commerciales, juridiques. Et puis, vous avez des assistantes qui vont gérer les appels téléphoniques, les prises de rendez-vous. Et puis, vous avez des techniciens sur le terrain qui, eux, sont certifiés.
Donc je pense que c'est une partie des réponses qui est donnée par le marché et par la profession. Ensuite, est-ce qu'il serait nécessaire que les compétences soient affinées? Certainement, ce métier est encore relativement jeune. Et puis il faut ensuite trouver une place économique, il ne faut pas se voiler la face. Ces formations sont essentiellement des formations de reconversion, payées par les conseils généraux, les pôles emploi, les OPCA multiples et divers, et qu'aujourd'hui l'enveloppe budgétaire qui est dédiée à ces formations et aux certifications permet difficilement d'avoir une durée plus longue, même si elle serait souhaitable. Peut-être se tourner vers des notions d'apprentissage, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui sont à faire, je pense. Justement, pour poursuivre un petit peu cette idée, puisque ces formations comportent pour chacun des 6 domaines obligatoires une partie pratique, on est d'accord? En moyenne, une journée pour 10-15 stagiaires, et je suppose que chaque centre de formation organise un petit peu les choses comme il le souhaite. Voilà. C'est ça. À votre avis, est-ce que c'est suffisant pour acquérir une vraie compétence pratique face à des situations que les diagnostiqueurs peuvent rencontrer sur le terrain lorsqu'il est confronté, par exemple, à une chaudière à gaz? Alors, on va revenir sur un de mes dadas, et les gens qui me connaissent. Je fais souvent un parallèle pour ce métier avec le permis de conduire. Quand vous apprenez à conduire pendant 20 heures, ce qui est le minimum, je crois, même si je ne suis pas très très au fait pour avoir le droit de passer son permis de conduire, on vous apprend le minimum, les bases, pour, entre guillemets, vous insérer dans la circulation sans risque pour les autres conducteurs. On ne vous apprend pas à conduire la nuit, on ne vous apprend pas à conduire sur la neige, on ne vous apprend pas à conduire dans le brouillard, on ne vous apprend pas à conduire quand vous êtes à 5 dans la voiture et que vous écoutez de la musique très fort. Ça, c'est cet apprentissage que vous allez faire au fur et à mesure, mais vous aurez eu votre permis de conduire. La certification professionnelle dans ce métier, c'est un peu l'équivalent. C'est-à-dire, on va vous faire acquérir un minimum de connaissances, de compétences, qui vont vous donner le droit de pouvoir exercer. Mais bien entendu, vous n'êtes pas encore suffisamment apte pour maîtriser l'intégralité du métier. Cette autorisation de travailler doit découler obligatoirement, ou devrait découler obligatoirement, sur des périodes d'immersion, de stage, et ça c'est à chacun de se positionner. C'est vrai que la plupart des employeurs aujourd'hui qui recrutent quelqu'un qui vient de se certifier ne le mettent pas dans la nature et sur le terrain tout seul instantanément et proposent généralement un tutorat qui va à minima de, j'aurais tendance à dire, 1 mois à 2 mois pour les entreprises les plus exigeantes. Vous venez de répondre en partie à d'autres questions, parce que justement, la question se posait de période d'application, voire de stage, voire de formation complémentaire, pour ceux qui le souhaiteraient, une forme de coaching, ou je ne sais pas, justement pour que le diagnostiqueur soit plus opérationnel sur le terrain au sortir de la formation, même s'il faut bien débuter effectivement, comme dans tous les métiers. Est-ce que vous, à Absidia, vous l'envisageriez éventuellement? On regarde ça, j'aurais tendance à dire qu'on regarde ça avec beaucoup de recul, dans le sens où j'ai fait ce métier parce que j'aimais former les gens, et j'aimais former les gens dans des salles et sur le terrain. On sent qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, le e-learning est quelque chose qui est réclamé à corps et à cri par une partie de la profession, parce que ça simplifie les choses. Il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de frais de déplacement, pas de frais, pas de nuitée d'hôtel, etc. Les formations peuvent se faire de façon un petit peu plus libre, même si, j'aime bien le rappeler, on est dans le cadre du Code du travail, ces formations professionnelles, c'est du Code du travail, et que pour un employeur qui souhaite faire former ses salariés en e-learning, les formations doivent avoir lieu sur le temps de travail. Ensuite, il ne faut pas non plus se voiler la face, je l'ai déjà dit, on sait tous qu'aujourd'hui, c'est un peu le Far West,
sur ces durées de formation, contenu de formation, la façon dont elles sont réalisées en entreprise ou pas en entreprise, le week-end chez le salarié. Tout ça est très neuf. Voilà, cette profession évolue, va continuer à évoluer, et la formation n'en est certainement qu'à son début, parce qu'encore une fois, on vit là aujourd'hui sur des acquis qui ont aujourd'hui 10-15 ans, des durées de formation, des durées de modules qui n'ont quasiment pas évolué, comme vous l'avez dit, c'était un millefeuille, et les couches se sont accumulées, et qu'il va falloir à un moment essayer de remettre les choses un petit peu à plat. On sent que les employeurs aujourd'hui sont demandeurs, parce qu'aujourd'hui l'aspect financier, à leur niveau en tous les cas, même s'il reste important, est moins prioritaire, parce que vous avez des sociétés qui aujourd'hui ont des chiffres d'affaires substantiels, conséquents, des marges importantes, et ce qui les intéresse avant tout, c'est d'avoir du personnel formé, compétent, pour lesquels l'engagement vis-à-vis de la société, on sait tous que les notions d'assurance, responsabilité pour l'employeur sont importantes, et le fait qu'il ait du personnel qualifié et qui réalise des diagnostics dans des bonnes conditions est important. Est-ce qu'il existe une partie pratique pour le DPE? Alors il existe, je pense que tous les organismes de formation gèrent à leur façon l'apprentissage. Si on prend un exemple sur le DPE, chez Absidia Formation, sur une formation de 5 jours DPE, il y a une journée complète qui est dédiée à la réalisation d'un DPE, c'est-à-dire aller sur site, une maison généralement, qui permet de réaliser un DPE méthode 3CL, une méthode conventionnelle, avec la prise de l'ensemble des données nécessaires pour incrémenter un logiciel. Généralement, ça se fait sur une matinée, et l'après-midi est consacré à regarder comment ça peut se rentrer sur un logiciel. Mais là aussi, c'est un petit peu compliqué dans le sens où il existe un certain nombre de logiciels sur le marché, et que le but d'une société de formation n'est pas de former à l'utilisation d'un logiciel, c'est d'apprendre à la réalisation du DPE. Le logiciel, ça sera une formation, je dirais, interne à la société ou à la structure. Donc c'est une journée, c'est un minima, ça va très vite, on voit comment faire, quelqu'un qui va être doué, attentif, saura reproduire le plus possible. Quelqu'un d'un peu moins pertinent ou d'un peu moins au fait des choses, c'est un tout début, mais c'est un minimum. Ça fait donc 4 journées d'apprentissage de la réglementation, de cette fameuse thermique bâtiment, qui est une nécessité réglementaire sur laquelle on doit perdre ou gagner beaucoup de temps, je ne sais pas comment l'appeler. La réalisation du DPE en est une autre. On le sait tous que dans cet item du DPE, le législateur a mis un curseur important sur la connaissance thermique bâtiment. Je reste persuadé qu'on peut réaliser un très bon DPE sans être très doué en thermique bâtiment. Voilà. Or, le choix aujourd'hui qui a été fait par le législateur oblige les formations à consacrer à minima 2 journées complètes sur la thermique bâtiment. Et ce qui fait que des gens qui font des formations de 3 jours n'ont qu'une journée sur le DPE lui-même et ne savent absolument pas réaliser un DPE. Voilà, c'est pour ça que sur 5 jours, 2 journées thermique bâtiment, 2 journées d'apprentissage sur le DPE lui-même et 1 journée de réalisation DPE paraissent être un minimum. Okay. Compte tenu de toute cette approche que vous venez de développer, justement, à votre avis, votre expérience, on a déjà eu cet échange, que manque-t-il, à votre avis, fondamentalement pour le moment? Fondamentalement, on va rentrer dans le vif du sujet, fondamentalement, il reste un ministère à l'écoute des gens qui sont utilisateurs de ces diagnostiqueurs, c'est-à-dire qui sont utilisateurs de la certification qui est délivrée. En tant qu'Absidia certification, c'est l'autre casquette, si on délivre des permis de travail à tous ces diagnostiqueurs, on les délivre en appliquant des textes qui sont le résultat, encore une fois, de choix réglementaires, de choix législatifs. Nous ne sommes à peu près pas ou très peu écoutés. Je
pense que le pas est plus raisonnable que très peu écouté. Nous ne sommes pas du tout écoutés dans les avancées vers lesquelles il faudrait aller. Les contenus réglementaires intéressants pour la réalisation d'un diagnostic immobilier, ce qui fait qu'on applique des textes parce que c'est notre métier, nous travaillons sous accréditation, donc nous ne sommes pas là pour remettre en question un texte, moi je l'ai toujours dit, j'applique les textes quels qu'ils soient, que ça me convienne ou que ça ne me convienne pas, mais on comprend bien d'où viennent les problèmes. La notion assurantionnelle n'est pas du tout prise en ligne de compte, alors qu'on sait tous que ce sont les assureurs qui détiennent ce marché et qui se retirent les uns après les autres de ce marché, en percevant bien que les risques sont extrêmement importants et que le législateur fait semblant de pas regarder ça de près. Alors maintenant, concernant les certifications, bon, il va y avoir des changements, il y aurait des changements, puisque ces certifications qui étaient délivrées pour 5 ans pour l'exercice de ce métier devraient passer à 7 ans. Je dis bien devraient, puisqu'il y a des remises, semble-t-il, en question. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, à votre connaissance, ça se passerait éventuellement à ce moment-là? Est-ce que ça concernerait les nouveaux certifiés ou est-ce que les anciens certifiés à partir de 2016, par exemple, verraient le report de leur certification? Alors, concernant cette évolution, on est typiquement dans ce que je viens d'évoquer avec vous par rapport à cette réglementation. Dans l'état actuel des choses, nous sommes le 25 mars. Officiellement, il y a un nouveau texte qui rentre en application le 1er avril. Je dis bien officiellement, mais c'est la seule version qui tienne. Donc les bruits de couloir, les remontées d'informations qu'on peut avoir via des associations que nous avons montées, l'association des organismes de certification de personnes en l'occurrence, nous font dire, et tout le monde le sait, que l'application de ce texte est reportée au 1er janvier 2020, mais tout ça sous le manteau, sans aucune version officielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je devrais, moi, être prêt pour la semaine prochaine pour délivrer d'autres types de certifications, en sachant que ce n'est pas le cas. Voilà. Je dois réaliser et accepter mes audits par le ministère, en l'occurrence par le COFRAC, en étant dans ces situations-là. Donc, on part du principe que ce texte sera bien reporté au 1er janvier 2020, même si, encore une fois, on n'en sait rien. Donc ça en dit long sur le rapport que l'on peut avoir avec le ministère et la façon dont il nous envisage, c'est-à-dire qu'on est là pour délivrer des certifications, et le 25 mars, on ne sait pas ce que l'on doit délivrer comme certification au 1er avril, en tout cas d'un point de vue officiel. Ce qui en dit quand même long sur la façon dont ce métier est appréhendé par le législateur. Nous, encore une fois, nous sommes prêts. Je peux délivrer la semaine prochaine des certifications, soit telles qu'elles sont aujourd'hui, ou soit telles qu'elles devraient être, on va dire comme ça, d'un point de vue un peu pudique. Je peux faire les deux, mais aujourd'hui, je trouve juste un peu incroyable qu'à 7 jours de la non-entrée en vigueur de ce texte, on ne me dise rien. Donc, en tout état de cause, ça se fera simplement, dans le sens où, comme d'habitude, à la date d'entrée en vigueur de ce nouveau texte, la nouvelle réglementation s'appliquera intégralement, donc une durée de délivrance de certification de 7 années, des opérations de surveillance un peu plus poussées au niveau contrôle sur ouvrage qui aujourd'hui ne s'effectue que dans 2 domaines, le gaz et le DPE, ou l'amiante mention, et qui dans la nouvelle réglementation seront effectués sur l'ensemble des domaines pour lesquels le certifié possède une certification. Il y aura des obligations de certification, de formation initiale qui seront contrôlées. Donc ça, c'est pour l'entrée en vigueur du texte. Pour les personnes déjà exerçant ce métier, qui ont déjà une certification actuellement, celle-là continuera jusqu'à la fin de sa validité, s'ils le souhaitent, sans aucun changement. Et s'ils souhaitent proroger cette certification de 5 ans à 7 ans, comme le prévoit le nouveau texte, c'est autorisé.
C'est autorisé en faisant réaliser un contrôle sur ouvrage dans l'ensemble des domaines, ce qui permettra au certifié d'obtenir 2 années supplémentaires. À lui de savoir si le jeu en vaut la chandelle, c'est-à-dire est-ce qu'il vaut mieux laisser courir sa certification jusqu'à la fin de ces 5 années, et à ce moment-là repartir sur un process de recertification pour 7 ans, ou s'il souhaite étendre ces 5 années à 7 années, je pense que ça sera un calcul strictement financier, qui pour l'instant est aussi pudiquement balayé sous la table. On sait tous que l'augmentation de la durée d'une certification de 5 à 7 ans pour un organisme de certification va forcément entraîner des coûts supplémentaires. Or, coûts supplémentaires dans le sens où les personnes chargées d'organiser les surveillances, toute la partie administrative, au lieu d'être payées sur 5 ans, vont continuer à être payées sur 7 années. On peut bien imaginer qu'il y aura forcément une augmentation du coût de la certification, non pas d'un point de vue annuel, mais j'aurais tendance à dire que d'un point de vue global, en passant de 5 à 7 ans, il y aura obligatoirement une petite augmentation. J'aime à rappeler aussi que les organismes de certification doivent être des sociétés viables, solides financièrement. Nous sommes, nous, une société totalement indépendante, uniquement dédiée au diagnostic immobilier, sans aucune pression extérieure de grands groupes, de bureaux de contrôle, de labos ou autres, et qu'il est important que ces sociétés, encore une fois, fassent des bénéfices et une solidité financière importante pour assurer la pérennité de ce travail et le suivi de la certification, et pouvoir travailler en toute indépendance. Alors, au regard de toute cette approche, donc bien évidemment c'est un métier neuf, puisque 15 ans, évidemment, le recul va, mais ça pose énormément de questions à ces niveaux de formation. Il y a eu donc la mise en place de systèmes de surveillance, de contrôle et autres, voilà. C'est quand même une situation paradoxale que dans un métier où on vous donne le droit d'exercer pendant 5 ans, 7 ans, et qu'au bout de 5 ans, 7 ans, on vous dise « Ah ben non, il faut repasser quelque part ton diplôme si tu veux continuer à travailler ». Ça n'existe quasiment dans aucun métier. Alors, au stade où de toutes ces réflexions, de toutes ces interrogations, tout ça, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait nécessaire qu'il y ait une remise à plat de tout ça, pour arriver quelque part à aborder les choses comme dans un métier et un autre métier? Alors on touche au cœur de quelque chose, c'est aussi un choix qui a été fait, ce domaine de la certification professionnelle, qui a été demandé au milieu des années 2000 par les assureurs, encore une fois, qui souhaitaient, eux délivrant des attestations d'assurance, souhaiter délivrer ces attestations d'assurance auprès d'une population qui démontrait une compétence minimale. Il y avait le choix de passer par une certification de personne morale, entre guillemets, c'est-à-dire le choix de certifier des entreprises, ou le choix de certifier des personnes. Le choix a été fait de certifier des personnes. Une certification professionnelle, c'est tout sauf un diplôme, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent imaginer. Une certification professionnelle, c'est une autorisation de travailler, jetable, entre guillemets, je le rappelle. Une certification professionnelle dans un domaine, si on prend le DPE par exemple, va coûter en moyenne entre 600 et 700 € pour 7 années. Ça veut dire qu'on est sur quelque chose qui coûte une centaine d'euros par an. Je vous laisse faire la division par semaine ou par jour pour avoir le droit de travailler. Donc le coût est vraiment peu à l'ordre du jour aujourd'hui, et les employeurs, les gérants de structures ne reviennent pas là-dessus. Ce qui est important, c'est la compétence. Et c'est vrai que cette compétence, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, beaucoup de métiers transitent par ce principe de certification. Il suffit d'aller sur le site de COFRAC, du COFRAC, et de regarder le nombre de métiers qui sont concernés par ces certifications professionnelles.
certaines annuelles, certaines tous les 2 ans, tous les 3 ans. Le diagnostic immobilier, c'est tous les 5 ans actuellement, et ça va passer à 7 ans, comme on l'a vu. Ça paraît pas être une charge incroyable, et c'est une façon de revalider les compétences à minima pour avoir l'autorisation de travailler. Les surveillances qui sont menées pendant cette certification le sont en grande majorité, sont des surveillances administratives et documentaires, et qui ne permettent pas de vérifier la compétence sur le terrain du diagnostiqueur à effectuer telle ou telle mission, si ce n'est aujourd'hui en gaz depuis quelques années, et en DPE aussi. L'ensemble des surveillances ne consistant qu'à vérifier la forme d'un rapport, le contenu réglementaire d'un rapport, mais on est vraiment sur la forme et non pas sur le fond. Alors justement, concernant cette surveillance, si un diagnostiqueur n'a pas commencé à travailler, à exercer ce métier lors de sa première année, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il garde sa certification, pour qu'elle ne soit pas suspendue? La réglementation est claire, hein. La certification professionnelle, contrairement à un diplôme, ne peut être conservée que si on a une activité. Donc la réponse est dans votre question, le fait de ne pas exercer dans le domaine d'une certification professionnelle, mais que ce soit le diagnostic immobilier ou une autre, entraîne obligatoirement le retrait de cette certification, puisqu'on estime qu'en certification qui est donc professionnelle, c'est l'exercice de cette certification qui donne la compétence. C'est-à-dire qu'on se forme, on passe un examen, on a le droit de, et c'est le fait d'utiliser ce droit, donc de travailler, qui va donner la compétence. Et donc le législateur est très clair là-dessus, le fait de ne pas exercer n'est aucunement un moyen de retarder, entre guillemets, la mise en œuvre de sa certification, c'est tout l'inverse, on la perd. Donc régulièrement, nous suspendons des gens et nous enlevons les certifications des gens qui ne travaillent pas, bien entendu, donc des gens, encore une fois, il existe plusieurs situations, les plus classiques, c'est des gens qui ont tardé à monter leur structure, ou qui avaient des engagements avec leur employeur précédent et qui leur interdisaient éventuellement, mais il n'y a pas d'autre solution. Nous appliquons la réglementation, il n'y en a pas d'autre, et l'ensemble des organismes de certification sont aussi obligés d'appliquer cette réglementation. Okay. Alors concernant le métier proprement dit, un diagnostiqueur est donc obligatoirement certifié par un organisme habilité COFRAC. Concernant les diagnostics gaz et électricité, s'il n'y a pas d'anomalie, le diagnostiqueur ne peut délivrer une attestation de conformité de l'installation, alors que le professionnel, lui, qui a réalisé l'installation ou effectué les travaux, peut, sur simple déclaration, l'obtenir avec le visa consuel. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette situation, alors que bon, les diagnostiqueurs sont très sollicités par les clients qui ne comprennent pas cet état de fait, et dans ce cas-là, le diagnostiqueur ne peut pas délivrer faire son diagnostic. Alors, que ce soit ou en gaz ou en électricité, je pense qu'il y a une incompréhension sur les états sur ces états des installations intérieures, que ce soit les installations intérieures gaz ou électricité. Le rôle du diagnostiqueur qui lui incombe par le biais de la réglementation est un rôle de vérifier la mise en sécurité minimale de l'installation. Quand on parle de mise en sécurité, on ne parle pas du tout de la qualité, je dirais, de l'installation et de sa réalisation. C'est uniquement, est-ce que l'utilisateur final de cette installation va pouvoir le faire sans risque pour sa sécurité. Le professionnel électricité ou le professionnel gaz qui va être dans le domaine de la rénovation ou de la réfection complète ou toute ou partie d'une installation, lui va appliquer d'autres réglementations et d'autres textes
pour une mise en conformité avec la réglementation actuelle. L'opérateur de repérage, lui, n'est pas dans la réglementation et la conformité de l'installation actuelle. Peu importe l'année de mise en œuvre de l'installation, c'est est-ce que cette installation répond à des principes minimaux de sécurité pour le futur occupant, ce qui est particulièrement le cas pour le gaz locatif ou l'électricité locative. Alors, l'autre question est certainement en rapport avec cette réponse. Un diagnostiqueur a le droit, semble-t-il, d'intervenir dans un local commercial qui fait partie d'un immeuble d'habitation, ce qui n'est pas, dans ce cas, considéré comme un établissement tertiaire sous réserve, bien évidemment, de la surface. Dans ce cas, si on prend l'exemple d'un restaurant qui est en bas d'un immeuble, qui utilise des fours, du matériel électrique professionnel très sophistiqué, le diagnostiqueur est-il formé pour réaliser le diagnostic électricité en cas de vente dans cette situation? Est-ce qu'il y aurait une formation éventuellement qu'il serait bon de mettre en œuvre? Alors, pour répondre à votre question, c'est beaucoup plus simple que ça, hein. Les opérateurs de repérage, que ce soit en gaz et en électricité, n'ont la possibilité, de par leur certification, de réaliser ces états de l'installation intérieure, que ce soit gaz ou électricité, pour les immeubles d'habitation. Donc la réponse est en corrélation avec votre question. Le restaurant au pied d'un immeuble ou des commerces pour lesquels il y a un restaurant au rez-de-chaussée, enfin un commerce au rez-de-chaussée et un appartement ou un logement d'habitation à l'étage, le diagnostiqueur doit couper en deux et ne s'occuper que de l'installation qui concerne l'immeuble d'habitation. La partie professionnelle ne rentre aucunement en ligne de compte. Donc à lui de trouver les différentes clés de répartition, les tableaux en matière électrique qui lui permettent de couper son travail, mais en aucune manière il ne peut exercer son activité en dehors des immeubles d'habitation. Concernant ce fameux DPE, c'est un DPE qui soulève beaucoup de questions, semble très contesté de diverses manières. En pratique, ce DPE peut être réalisé sur la base d'une analyse des factures des 3 dernières années. Une question par exemple, 2 appartements identiques, même surface, même étage, dans un immeuble construit avant 1948, avec un chauffage collectif, avec un compteur individuel, l'un occupé par une personne, tout ça, l'autre par 4 personnes, le classement des PE sera différent. Alors les incidences de ce classement sont importantes théoriquement, puisque les systèmes d'aide et tout ça sont établis d'après ces données. Par ailleurs, si le client ou le syndic, éventuellement, ne sont pas en mesure de fournir ces factures, en principe, la légalité impose de remettre un DPE sans classement. On est d'accord? Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi cette différence entre ces 2 appartements et comment on peut argumenter la remise d'un DPE vierge à un client qui semble remettre en cause souvent la fiabilité de ce diagnostic et même les compétences du diagnostiqueur? Alors, chère madame, la réponse se fera en 3 points. Et je vais encore me faire taper sur les doigts par nos amis de l'ensemble de la profession. Le DPE, réglementairement, a à minima, j'aurais tendance à dire, au moins 3 parties. Il y a une partie mise en évidence de la consommation énergétique, mètre carré, kilowattheure, énergie primaire, les équivalences gaz à effet de serre. Bon, c'est une partie. Il y a une deuxième partie qui s'appelle des recommandations d'amélioration, etc. Et il y a, à mon sens, une troisième partie, ce sont des rubriques peu ou pas utilisées dans ce DPE, dont une qui s'appelle une rubrique commentaire, et dans le cadre d'un DPE sur consommation, une deuxième rubrique, d'un DPE méthode 3CL, une deuxième rubrique qui s'appelle explication personnalisée
pouvant amener à comprendre les différences entre ce qui est réellement consommé dans le bâtiment et ce que le logiciel a mis en œuvre. La problématique que vous décrivez est une problématique en plusieurs points, c'est que plus personne ne sait à quoi sert le DPE, comment il est mis en œuvre et les résultats attendus. Tout le monde focalise sur la consommation kilowattheure, mètre carré par an. Les gaz à effet de serre, je crois que ça n'intéresse pas grand monde sur cette consommation. Or, les travers que vous évoquez, nombre d'occupants dans le logement, donc les incidences sur les consommations d'eau chaude sanitaire, etc., doivent être traités par la rubrique commentaire. Dite rubrique qui est 9 fois sur 10 absente ou non remplie par l'opérateur réalisant le DPE. Le législateur a parfaitement conscience des différents scénarios d'occupation, mais pour lui il était évident que cette rubrique commentaire ou la rubrique explication personnalisée permet de pallier à tout ça. C'est-à-dire qu'on va dire madame, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai constaté, et ça explique la consommation de votre logement. Et que cette consommation ne reflète pas la véritable consommation de votre logement. Voilà, c'est l'ensemble des repérages aujourd'hui, que ce soit le DPE, le gaz, l'électricité, sont devenus des repérages normatifs et réglementaires imprimés via un logiciel où il n'y a plus aucune mise en adéquation de la situation rencontrée qui influe énormément sur le résultat, et particulièrement pour le DPE. Et donc pour le législateur, il n'y avait pas de souci particulier, puisque lui a prévu ses garde-fous. Encore une fois, la rubrique commentaire, on explique ce que l'on a rencontré, c'est une location saisonnière, on va expliquer le pourquoi du comment. Si cette rubrique est remplie, le client comprend parfaitement. Et de la même façon, pour le DPE méthode 3CL, méthode conventionnelle, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les factures sont nécessaires aussi, parce qu'il existe une rubrique et justement les explications personnalisées, où on va pouvoir, au vu des factures du client et du résultat de ce que le logiciel donne, lui dire voilà pourquoi il y a une inadéquation. Mon logiciel table sur une température de 19 degrés, j'ai trouvé votre thermostat d'ambiance réglé sur 21. J'ai trouvé un programmateur que vous n'utilisez pas. J'ai échangé avec vous où j'ai constaté que vous preniez 2 douches par jour. Enfin voilà, tout un ensemble de facteurs qui font que oui, il va y avoir une différence. Et elle est normale. Mais elle doit être gérée dans ces rubriques. On en revient à quoi? Problème de formation. Beaucoup de gens ne savent même pas que ces rubriques existent, ne savent pas comment les remplir. Le législateur ensuite a trouvé comme réponse et comme parade dans un premier temps, dans les mois qui viennent, c'est l'extension de la méthode conventionnelle et 3CL à l'ensemble des bâtiments et la suppression en grande partie de la méthode sur facture. Mais ça ne résoudra pas le problème de l'échange avec le client, c'est-à-dire lui dire voilà, moi, la photographie que je prends à un instant T, c'est un usage type d'un bâtiment qui a de grandes chances de ne pas être votre usage à vous. Et votre usage à vous, je l'ai par le biais de vos consommations, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi vos consommations ne reflètent pas l'usage tel qu'il est défini par la réglementation. Et une fois qu'on l'a explicité, les gens le comprennent parfaitement. Vous n'êtes pas sans ignorer que les pratiques de certains diagnostiqueurs qui réalisent par exemple des diagnostics par téléphone, des DPE qui sont réalisés à la louche, voire des agents immobiliers qui exercent des pressions financières ou demandent des commissions, d'autres qui ne respectent pas l'indépendance, qui est une obligation pour le diagnostiqueur. Tout ça, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à un jeune professionnel? Je crois que cette problématique, encore une fois, d'indépendance, de pression, c'est dans le milieu
des affaires au sens large quelque chose qui existe partout. Quand vous avez un produit à vendre, une prestation à vendre, et que vous n'êtes pas le seul à la proposer, l'interlocuteur qui est en face de vous va essayer d'analyser quelle est la meilleure opportunité pour lui. La meilleure opportunité peut passer certes par le prix, ça arrive régulièrement, peut passer par des recommissionnements, peut passer pour certains par la qualité du travail effectué, par la qualité des rapports rendus. Aujourd'hui, tout le monde focalise, ou certains focalisent sur le prix. Un certain nombre de structures aujourd'hui continuent à croître en étant sur des créneaux au contraire beaucoup plus qualitatifs, des rapports qui n'ont plus la même forme que la plupart de leurs confrères, des rapports beaucoup plus détaillés, beaucoup plus argumentés, et ça fonctionne aussi. Les clients commencent à être demandeurs. Beaucoup de donneurs d'ordre ou d'utilisateurs finaux comme les notaires sont de plus en plus sensibles à la qualité et au contenu du rapport. Certes, les agents immobiliers se font peut-être encore un peu tirer l'oreille, mais ils suivront le pas, parce que ce sont, comme les assurances dans le domaine de la certification, les notaires dans le domaine de la rédaction des rapports sont un peu le garde-fou. Et eux sont très à l'écoute, sont très attentifs à la rédaction et à la qualité de ces rapports. Donc je pense qu'à ce niveau-là, les agences suivront. Ensuite, on évoque une part de ce métier, qui est la part du diagnostic technique avant vente ou avant location. Il existe aussi plein d'autres types de rapports pour d'autres missions, tout ce qui est polluants bâtiments, amiante et plomb avant démolition, avant travaux, où là, les donneurs d'ordre sont de plus en plus sensibilisés à la qualité du travail réalisé, quand même. Merci. Et comment voyez-vous évoluer cette profession dans la mesure où on voit quand même qu'un certain nombre d'anciens diagnostiqueurs jettent l'éponge et que c'est une profession qui souffre d'un manque de reconnaissance? Alors, savoir si un certain nombre d'anciens diagnostiqueurs jettent l'éponge, oui, ensuite je ne connais pas les chiffres, on n'a pas forcément les mêmes. Vous avez une lassitude de ce métier. C'est un métier comme tous les métiers comme ça, extrêmement passionnant mais très répétitif, où les diagnostics se réitèrent jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, plusieurs centaines par an. Je pense que la reconnaissance, elle est comme dans beaucoup de métiers. Elle est quand même financière. C'est un métier aujourd'hui où on peut gagner sa vie en tant que salarié, où on peut gagner sa vie en tant qu'employeur, où on peut développer des structures de taille aujourd'hui importante. On parle aujourd'hui de structures qui pèsent des millions d'euros, des dizaines de millions d'euros, ce qui n'existait pas il y a quelques années. La reconnaissance, elle se fera année après année par la qualité du travail effectué, quand les structures vont avoir trouvé un modèle économique qui leur permettra et de gagner leur vie et de pouvoir faire effectuer à leurs techniciens un travail qualitativement intéressant. Aujourd'hui, on en est au balbutiement de ce modèle économique, il ne faut pas l'oublier. Il y a une quinzaine d'années, ce métier était quasiment exclusivement exercé par des personnes indépendantes, donc des petits cabinets. Aujourd'hui, 50% de ce métier reste encore entre les mains de personnes indépendantes, mais l'autre 50% est entre les mains de structures qui, elles, ont des coûts qui se rapprochent sensiblement. Un employeur, le coût du salarié, le coût des charges, le coût de la structure, les voitures, les assurances, le matériel, les assistantes, permet à chacun aujourd'hui d'évoluer dans une concurrence qui a tendance à s'assainir, puisque les employeurs aujourd'hui savent qu'ils ont une marge de manœuvre, mais cette marge de manœuvre, elle est réduite. Ils ont tous les mêmes frais, grosso modo, et on sent que ce marché, bien entendu, reste encore par moments un petit peu périlleux, mais a tendance à s'assainir dans ce sens-là. Enfin, ce sont les retours qu'on a de nos clients, et c'est vrai que nous travaillons, que ce soit Apsidia Certification ou Apsidia Formation, avec beaucoup de structures et de moyennes structures qui ont entre 10 et 30 ou 40, 50 techniciens,
Et le retour que l'on en a, c'est que ces structures continuent à évoluer, à se développer, des chiffres d'affaires en hausse, et avec quand même une recherche parallèlement à améliorer la qualité du travail réalisé. Ok, merci. Les diagnostiqueurs exercent leur métier dans la partie privative des clients le plus souvent et devraient pouvoir présenter une carte professionnelle. Pour le bâtiment, il y a ce qu'il faut. Pour les préfectures ne les délivrent plus. À qui doit-on s'adresser pour avoir une carte professionnelle en tant que diagnostiqueur? Alors, cette carte professionnelle, elle a existé à un moment ou un autre. Pourquoi aujourd'hui il est difficile de la faire perdurer? La certification professionnelle, comme on l'a évoqué, évolue en permanence et a une durée de vie très fluctuante. Quelqu'un peut avoir le droit d'exercer jusqu'à vendredi soir et peut se retrouver suspendu ce matin parce qu'il n'a pas fait ses opérations de surveillance ou il n'aurait pas, pour moult raisons, répondu à des demandes de son organisme de certification. Ça veut dire que le droit de réaliser des repérages liés à la certification est quasiment un droit qui est remis en cause quotidiennement. Nous transmettons, nous, des fichiers 2 fois par jour à notre ministère de tutelle pour lui expliquer que telle ou telle personne n'a plus le droit de signer un repérage. Or, la carte professionnelle va, elle, indiquer des dates de validité, c'était le cas auparavant, des dates de validité qui peuvent être de 5 ans, mais qui ne correspondent pas forcément à l'autorisation à un jour précis de cette personne à pouvoir réaliser des diagnostics immobiliers. C'est pour ça qu'on a beaucoup incité, et que les notaires l'ont parfaitement compris, et que les donneurs d'ordre l'ont de plus en plus compris, c'est d'aller vérifier la qualité du diagnostiqueur, en tous les cas son autorisation à pouvoir réaliser un repérage à un instant T, directement sur notre site internet, qui lui est à jour en permanence, ou sur le site du ministère qui est à jour H+24 heures, et qui permet de visualiser en temps réel si la personne a le droit d'eux. Et la carte professionnelle ne montrerait pas ça, puisque la carte professionnelle ne peut pas être mise à jour quotidiennement. Néanmoins, certains clients refusent l'accès. Donc je suis assez à l'écoute sur ce genre de choses, mais je ne sais pas forcément quel type de document pourrait être pourrait être délivré, puisque ce document ne serait jamais à jour, potentiellement, et régulièrement, puisqu'il s'avère que c'est quand même assez régulièrement le cas. Vous avez des gens qui sont... je crois que tous les organismes de certification ont à peu près des chiffres qui leur donnent une dizaine de % de leurs certifiés qui font l'objet d'une suspension, qui peut être de très courte durée, ça peut être une suspension de quelques jours, voire de quelques semaines, et que la carte professionnelle ne permettrait pas de vérifier ça. Alors bien entendu, je pense qu'il faut évoluer vers quelque chose de notre temps, une carte professionnelle 2.0, on va dire, avec une application qui serait téléchargeable sur le téléphone du diagnostiqueur et sur lequel il y aurait sa carte professionnelle valable à un instant T, c'est-à-dire qu'avec un code d'accès, il pioche les informations sur notre base de données, il peut montrer à son interlocuteur la véritable validité de ses certificats et avec sa photo éventuelle et son numéro. Ça, c'est certainement faisable. Voilà, c'est une bonne piste. Merci.